Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, la présentation d'une nouvelle équipe et présentation d'une nouvelle équipe française aujourd'hui avec la Groupama FDJ. Encore une fois je respecte l'ordre alphabétique. Astana ne s'appelle plus Astana, c'est pour ça qu'il est un petit peu derrière du côté du classement. Il y a eu un changement de co-sponsor, ce qui fait que dans l'ordre alphabétique elle arrive après Astana. Donc on commence avec pas mal d'équipes françaises et la Groupama va revenir sur la saison de cette équipe, sur l'effectif 2025, les coureurs à suivre, le maillot également de cette formation pour l'année prochaine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, quel coureur vous allez suivre en 2025 dans cette formation. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, ça me permet de me soutenir, parce que comme ça, vous savez quand les vidéos sortent rapidement, surtout si vous avez rajouté toutes les notifications. Et puis deuxième moyen de me soutenir, c'est de faire un super thanks, et je remercie grandement les gens qui le font. On commence tout de suite avec la Groupama FDJ, la Groupama FDJ qui n'est plus le plus gros budget du peloton français, devancé désormais par la Decathlon AG2R, c'est que si on regarde encore une fois le site ladbrooks.be, le site belge d'un budget 2024, d'une estimation de ce budget 2024, eh bien la Groupama FDJ aujourd'hui, l'année dernière, mais avec un budget qui doit être assez proche cette année, c'est 25 millions d'euros, ce qui est donc moins que désormais la Decathlon qui est plutôt entre 27 et 30. Et du côté de la Groupama, il n'y a pas vraiment une modification de budget ces dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un des forts budgets du peloton. Ça commence à diminuer quand même pas mal dans la hiérarchie. Alors un des forts budgets, avec encore une fois, il faut quand même rappeler des charges qui sont différentes par rapport à d'autres pays. Mais c'est vrai que ça faisait partie quand même des bons élèves en termes de budget du côté du World Tour. Et aujourd'hui, c'est quand même un petit peu moins le cas du côté de cette formation. Alors saison 2024 de la Groupama, c'est moyen. C'est moyen parce que... Alors, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses. Les bonnes choses, c'est la Vuelta, notamment de David Gaudu. C'est notamment Valentin Madouas aux Jeux Olympiques. C'est Lenny Martinez. C'est Romain Grégoire. Ça, ce sont les bonnes choses. Ou même Laurens Pitty, même s'il n'a pas marqué 150 000 points au niveau UCI. D'un autre côté, c'est une déception parce que il y a des coureurs qui ont quand même une année difficile. Je pense à Paul Penwet qui a eu une année qui n'a pas été évidente. Même un Stephen Kung à certaines années était un petit peu plus offensif. Et tu t'aperçois que sur cette année, le Tour de France qui n'a pas été exceptionnel, le Tour d'Italie aussi qui a été très compliqué autour de Laurens Pitty notamment, ce qui fait qu'il y a du bon, il y a quand même vraiment du moins bon du côté de cette Groupama. C'est pas leur meilleure saison. Loin de là, je dirais que c'est une sous-saison moyenne, voilà, pour cette équipe, saison moyenne parce que en fait, si tu retires quand même les leaders, les autres coureurs ont un petit peu du mal à vraiment s'exprimer à un très très bon niveau. Je trouve qu'il y a quand même des jeunes coureurs qu'on a fait monter dans l'équipe 1, qui étaient dans l'équipe continentale. Je pense à Lorenzo Germani. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Enzo Palini, c'est pas non plus incroyable en termes de résultats. Je pense aussi à Heidi le 8-12. Pour le moment, ça reste un petit peu calme. Et que tu as perdu en plus tes meilleurs éléments jeunes, deux des très bons éléments, tu gardes que Romain Grégoire. J'ai trouvé la saison pas incroyable. Ils ont tenté des coups avec Marc Sarrou, ça n'a pas marché. Encore une fois aussi avec le fait que Penwet ayant repris très tard. Et des coureurs, Konovalovas qui n'a pas couru de la saison aussi. Donc c'est vrai que ça t'a coûté un salaire pour un mec qui n'a quasiment pas couru. Et une année qui n'est pas si bonne. Collectivement, ils pouvaient faire mieux. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des courses où on les a peu vues quand même du côté de ce collectif. Un peu... C'est moyen. J'ai vraiment trouvé que la saison était loin d'être exceptionnelle. Je trouve qu'ils ont vraiment mis un petit peu de temps à démarrer. Et ensuite, ils finissent plutôt fort.
C'est vrai qu'à partir du mois août, septembre a été très costaud en termes de résultats, notamment avec David Godu, mais pas que. Il y a aussi Rudy Mollard au Canada notamment, mais je trouve que il y a des résultats qui ont été moins bons, et notamment mars-avril, où c'est vrai qu'heureusement que tu as deux trois individualités, parce que sinon derrière c'est un peu compliqué. Ça manque en fait un peu de collectif quoi, dans cette équipe. C'est-à-dire que tu as des individualités qui arrivent à faire des bonnes choses, je pense Romain Grégoire, mais on dépend quand même beaucoup de 5-6 coureurs. Et encore, je suis gentil avec 5-6 coureurs. C'est-à-dire qu'on dépend voilà, de trop En fait, il y a beaucoup trop de coureurs qui sont un peu là et qui techniquement n'arrivent pas à obtenir des résultats personnellement, en individuel. Donc on va voir, parce qu'on a recruté quand même un nouveau leader pour les grands tours dans cette formation pour l'année prochaine, enfin potentiellement un leader pour les grands tours l'année prochaine pour cette formation. Donc on va voir si ce phénomène-là va évoluer. Mais c'est bien d'avoir des équipiers, mais ça serait bien aussi d'avoir quand même un peu plus de leaders dans ce collectif. Je trouve que voilà, l'année dernière, par exemple, on n'a pas remplacé Thibaut Pinot plus que ça. Et comme en plus tu perds Lenny Martinez, c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment de ah, bah, on n'a pas compensé le départ d'un coureur, on n'a pas totalement compensé Desmar non plus. Quand tu regardes bien, et c'est vrai que par rapport à une époque où ils étaient capables vraiment d'enchaîner des victoires avec Desmar, d'enchaîner beaucoup de résultats avec Godu, tu avais Madouas également et Kung sur les classiques, c'est vrai que, et même Rudy Mollard sur les courses par étapes d'une semaine, là ça a été plus compliqué. Je trouve qu'il y a vraiment des courses où ils ont été très très discrets cette année en World Tour. Et normalement des courses qui avant étaient à leur portée. Et heureusement qu'il y a eu aussi parfois des manches de Coupe de France pour enchaîner les victoires. On va regarder tout de suite les victoires en 2024. 15 victoires plus une avec un coureur qui n'avait pas le maillot de la Groupama ce jour-là. Cette victoire, c'était sur la deuxième étape du circuit des Ardennes pour Thibaut Gruel. Et puis après, dans les autres résultats de cette formation, dans les autres victoires de cette formation, vous avez à la Cadel Evans Great Ocean Road Race pour Laurens Pitty, Kevin Genietz qui a remporté le Grand Prix de la Marseillaise, Lenny Martinez qui a remporté la Classique VAR et le Trofeo Les Guelia, plutôt, je crois qu'on doit dire en italien. La cinquième étape du Tour du Pays Basque pour Romain Grégoire, Lenny Martinez qui a remporté la Classique Grand Besançon Doubs et le Tour du Doubs, alors que le Tour du Jura a été remporté par David Godu, Stefan Kung qui a remporté les championnats de Suisse du contre-la-montre. Entre temps, j'ai oublié quand même la Mercantour Classique pour Lenny Martinez. Kevin Genietz qui a remporté le championnat du Luxembourg. Et puis ensuite, on retrouve Samuel Watson sur la cinquième étape du Tour de Wallonie. La 21e étape de la Vuelta pour Stefan Kung. David Godu qui a remporté le Tour du Luxembourg et le Chrono des Nations pour Stefan Kung en toute fin de saison. Ce qui fait qu'avec 15 victoires, eh bien, on est loin des meilleures saisons de cette formation. On est même plutôt sur une pente descendante depuis 2021. Où on était à 23 victoires, puis 20 en 2022, 19 en 2023 et seulement 15. Et il faut même remonter à 2015 pour avoir aussi peu de victoires dans l'effectif. Et ensuite, pour avoir une saison moins bonne, parce qu'on avait 15 victoires en 2015, et bien il faut remonter à 2001 avec seulement 11 victoires, mais l'équipe était beaucoup plus petite et surtout centrée sur la France à l'époque, donc avait un peu du mal sur les grandes courses du calendrier. Donc on voit que c'est vraiment moyen comme saison. Du côté de la Groupama, autre statistique qui montre que cette saison a été moyenne du côté de cette équipe, c'est le nombre de victoires en World Tour. 15 victoires, je rappelle, cette saison, mais seulement 3 en World Tour. C'est au même niveau que DSM, il n'y a que Cofidis, Arkea, Astana et Movistar qui sont en dessous. Donc c'est pas vraiment exceptionnel de ce côté-là, avec un nombre de vainqueurs différent par contre au nombre de 7, mais là aussi c'est un chiffre plutôt faible du côté du World Tour. Il n'y a que Cofidis qui en a moins et la Movistar, mais là encore avec des formations qui ont tendance à gagner moins régulièrement. Si on regarde nos nombres de victoires au classement mondial, eh bien avec 15 victoires du côté de la Groupama, on est seulement 18e. Par exemple, derrière la JCL Team Ucchio, derrière la Cara Rural, par exemple, ou encore derrière les équipes comme la DSM ou EF,
qui a produit plus de victoires du côté de cette formation. Et puis le nombre de points Pro Cycling Stats, bien seulement 4979. C'est bien moins qu'en 2023 et 2022 où on était quasiment à 6000 points dans ce classement. Là encore, il faut remonter à 2021 qui avait été un peu moins bien, mais aussi il y avait moins de jours de course dans l'année, donc il faut le prendre en compte aussi pour ce classement. Alors pourtant c'est marrant parce que l'équipe a plutôt gagné tôt et sur une grande course en plus, sur une grande course, sur une course World Tour. C'est vrai, pour Laurens Pitty, ils ont gagné au bout de 27 jours de course. C'était beaucoup plus rapide qu'en 2023 ou en 2021 ou en 2022, mais il n'y a pas eu véritablement une dynamique qui s'est créée pour cette équipe ensuite qui n'a pas réussi à mettre en route, comme on pourrait dire, du côté de la Groupama FDJ. Les transferts pour cette équipe. Eh bien, on perd Marc Sarro et Konovalovas qui prennent leur retraite. Lenny Martinez, ça fait grand bruit, rejoint la Bahrain Victorious. Laurens Pitty, là aussi, ça a fait grand bruit, rejoint la Red Bull Borans-Grohe. Fabian Ehnhardt rejoint la Tudor. Ineos pour Samuel Watson. Et Robin Thompson rejoint la Lotto. On perd quand même, comme vous le voyez, Martinez, Pitty, donc deux talents extrêmement jeunes. Watson aussi, qui n'était pas non plus très vieux. Robin Thompson, qui doit avoir 24 ans de tête, Robin Thompson. Donc on perd quand même 23 ans, qui va bientôt avoir 24. Donc on perd quand même pas mal de jeunes talents, de jeunes coureurs dans ce collectif. A l'inverse, on a décidé un petit peu de renforcer l'expérience, je pense, avec notamment Johan Jacobs, le Suisse, qui a peut-être été demandé par... Stephen Kug. On a également Guillaume Martin qui passe de la Cofidis à la Groupama, et puis Rémi Cavagna qui lui aussi était à la Movistar et qui rejoint cette formation. Parmi les autres coureurs, on a Clément Braz Afonso et Tom Domenweert qui certes était Domenweert dans une équipe de développement mais qui est déjà qui a 27 ou 28 ans, Braz Afonso qui a 25 ans, et puis Brieux Roland qui lui était dans l'équipe Continental Groupama. Seulement un coureur de la Conti Groupama monte en World Tour. Ça c'est aussi un signe que ça n'a pas été forcément, la montée-descente n'a pas été forcément la montée on va dire de l'équipe continentale vers l'équipe 1 n'a pas forcément été une grande réussite. Ce qui fait que l'effectif 2025 est composé de seulement 27 coureurs, donc je rappelle c'est le minimum en World Tour. Le plus jeune coureur est Thibaut Gruel avec 20 ans et 252 jours. Le plus âgé est Rudy Mollard qui a 35 ans et 113 jours. Vous avez 6 coureurs qui ont 30 ans ou plus, dont un seul qui a plus de 35 ans. Et à l'inverse, on a 8 coureurs qui ont 25 ans ou moins. Lewis Husky, Paul Penouet, Germany, Paleni, Romain Grégoire, Eddy Le Huitouz, Brieux Roland et Thibaut Gruel. L'effectif a tendance à vieillir, il ne se rajeunit pas, cet effectif de la Groupama. Il passe désormais 7e au niveau de la moyenne d'âge en World Tour avec 26 ans,6 du côté de cette formation. Que dire du côté de cet effectif ? Eh bien, on récupère un nouveau leader avec, Guillaume Martin. Mais on perd à la fois Lenny Martinez, on perd Paul Penouet, et j'ai pas l'impression qu'on se renforce énormément avec ces 6 arrivées pour cet départ. Je me dis quand même que dans certains domaines, Paul Penouet va peut-être être un peu seul pour les sprints notamment. Et en haute montagne, on gagne Guillaume Martin, mais David Gaudu n'a pas non plus 150 coureurs autour de lui. Et Domenweert, il a quasiment 27 ans. Voilà, quand je vous disais qu'il n'était pas si jeune que ça. Et Braz Afonso, 25 ans quand même, pour l'autre coureur qui viennent des équipes continentales. Les coureurs à suivre, on commence tout de suite avec David Gaudu. David Gaudu qui a démarré la saison 2024 difficilement. C'est vrai que ça avait été compliqué sur cette première partie de saison, mais il a fini sur les chapeaux de roue sur la Vuelta et sur le Tour du Luxembourg, également une 9e place sur le Tour de Lombardie. Donc il a vraiment retrouvé de la confiance
je trouve, sur la fin de saison. Je pense que cette fin de saison lui a vraiment fait beaucoup de bien, avec une Vuelta où il n'avait pas beaucoup de pression sur les épaules, où il finit très fort. Donc ça a vraiment été bien pour le coureur français. Derrière, en plus, il arrive à enchaîner avec le Tour du Luxembourg, où il a vraiment été efficace également sur cette épreuve. Il finit avec une 9e place sur le Tour de Lombardie, donc vraiment une bonne fin de saison. Donc je pense qu'il est reparti à l'entraînement avec beaucoup de motivation. Il a annoncé également son programme pour l'année 2025, avec notamment un doublé Giro Tour de France, un Giro pour le général, un Tour de France où il aura plus de liberté. C'est ce que permet également l'arrivée de Guillaume Martin, comme potentiellement tu as un deuxième leader, alors même si tu avais Lenny Martinez avant aussi, qui pouvait te le permettre, mais qui était quand même un jeune coureur. Guillaume Martin, il a déjà fait des top 10 sur des grands tours. On sait qu'il est capable d'être acteur d'un grand tour, même s'il ne joue pas forcément le général. Ça peut aider la Groupama à ce que David Gaudu aille sur une autre course. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour les sponsors français d'accepter que le meilleur coureur de l'équipe pour jouer le classement général n'aille pas sur un Tour de France. Ce qui fait que c'est très compliqué dans ce genre de situation, et Romain Bardet, il a dû attendre d'aller à la DSM pour aller sur le Giro. En fait, il n'y a que Thibaut Pinot qui avait réussi, grâce aussi à l'arrivée de David Gaudu, d'aller sur un Giro, sur la fin de carrière, de miser tout sur le Giro, parce que c'est vrai qu'à une époque, c'était aussi compliqué pour Thibaut Pinot d'aller sur le Giro, et heureusement que Marc Madiot faisait un petit peu le forcing auprès des sponsors pour dire si le Giro, il y a de la visibilité. En plus à l'époque c'était diffusé sur la chaîne Équipe, donc il y a de la visibilité, donc c'est important aussi pour nous en tant que sponsor. Donc voilà, c'est toujours plus compliqué. Ils acceptent plus avec des sprinters. C'est vrai qu'Arnaud Démare, c'était plus simple qu'avec un leader. Donc du côté de David Gaudu, on espère un bon Giro, on espère qu'il reste sur la même dynamique, surtout avec un début de saison qui va être différent. Notamment il ira du côté d'Oman. C'est quelque chose qu'il n'avait pas fait notamment l'an dernier, et qu'il a rarement fait. Il avait tendance à faire de temps en temps une course en France avant d'aller sur la Classique Var, et puis ensuite Estradé, Tirreno, Tour de Romandie. Ça c'est toujours un petit peu risqué d'aller sur le Romandie avant le Tour d'Italie, parce que si tu tombes malade, si tu tombes ou tu te blesses sur le Tour de Romandie, ça veut dire pas de Giro, vu l'écart qu'il y a entre les deux courses. Moi c'est vrai que je préfère quand les coureurs vont sur le Tour des Alpes, parce qu'il y a un petit peu plus de distance. Si tu es en méforme, là pour rectifier le tir, c'est un petit peu plus compliqué pour David Gaudu. Et puis ensuite Tour de France au mois de juillet. Mais encore une fois, avec plutôt l'objectif, je pense, de jouer les étapes plutôt qu'un classement général. Donc voilà, je suivrai forcément la saison de David Gaudu. On continue avec Paul Penouet. Oui, c'est sûr que son année 2024, elle a été compliquée. Bon, déjà, il y a eu cette fracture au pire moment de l'année, je dis toujours, lors de la phase de préparation. Ce qui fait qu'il a commencé qu'au mois de mai, sa saison, forcément avec un manque de jours de course et un décalage de niveau par rapport à ses adversaires qui était important. C'était une année où on voulait une évolution dans ses performances, et surtout voir comment ça allait se passer avec Marc Sarrault. Ça a un peu plombé aussi dans l'idée Marc Sarrault, même si ça s'est pas très très bien passé. Le problème de Paul Penouet, c'est qu'il est trop isolé, et je pense que ça va être encore le cas cette année. Il faudra voir avec Rémi Cavagna, avec peut-être un train de meilleure qualité, mais quand même il lui manque un poisson pilote, très clairement Paul Penouet. Marc Sarrault n'a pas réussi à remplir cette tâche-là. J'ai peur que ça soit encore compliqué cette année dans l'effectif de cette formation. Mais ça reste un très bon sprinter français, même s'il y a eu encore une fois cette blessure qui a marqué quand même un coup d'arrêt dans sa jeune carrière. Je rappelle, il a que 23 ans. Il vient seulement d'avoir 23 ans en plus, parce qu'il est de fin d'année. Il est du 28 décembre. Donc c'est un coureur qui va encore énormément progresser, j'espère. Et puis il y a quand même eu des résultats dans cette année, même si ça a été encore une fois compliqué, notamment je pense sur le Rennais 8 Tours. Je pense également sur le Tour du Poitou-Charentes, une deuxième place à Poitiers, ou encore en tout sur les 4 jours de Dunkerque, où il avait réussi à
avoir des places d'honneur. Ce qui lui manque aussi sur cette année 2024, ce sont des victoires. Mais encore une fois, il n'est pas suffisamment bien entouré, je trouve. Donc ça va être ça l'objectif en 2025. Renouer avec la victoire, ça c'est toujours important pour un sprinter. C'est comme un attaquant, il doit marquer des buts. Et puis aussi reprendre un peu sa progression. Il fera également des classiques flandriennes. Il fera Kurn, il fera le Samin, il fera Gand également dans son programme. Lui qui va reprendre dès le 26 janvier avec la Classica Comunità Valenciana. Vous savez, cette première course européenne de la saison qui cette année est plutôt tard. Même cette Classica Comunità Valenciana. On l'a vu certaines années un petit peu plus tôt, 26 janvier, c'est presque tard. On poursuit avec Clément Braz Afonso, le coureur français qui est passé notamment par le CCI TUP dans ses jeunes années et puis qui l'année dernière était chez CIC Unant Atlantique pour sa première année chez les pros. Il est arrivé tard chez les pros, mais je trouve qu'il a été très très bon sur ces différentes courses auxquelles il a pu participer, notamment les manches en France. Il a été très efficace, c'est un grimpeur un peu dans le même profil que Gaudu, c'est-à-dire c'est des tout petits gabarits très légers, il fait 50 kg, donc c'est vraiment un tout petit gabarit, Clément Braz Afonso, mais avec des petites qualités de puncher aussi, et je me dis que Groupama prend le risque, donc déjà il faut saluer le fait de prendre le risque, de prendre un coureur qui pas forcément non plus 150 000 résultats, mais a fait des bonnes choses en Coupe de France, et se dire, on va essayer de le faire progresser et de le faire grimper dans la hiérarchie mondiale. Donc on verra ce que ça donnera du côté de Clément Braz Afonso, mais moi, les courses dans lesquelles je l'ai vu, je l'ai toujours trouvé très bon. Je pense notamment cette année, il fait quand même 16e dans la classique Faune-Ardèche, alors qu'il est, je rappelle, d'une équipe continentale, 9e de la route Adélie de Vitré, où il y avait un gros rythme sur cette épreuve-là cette année. 8e du Tour du Doubs également. Donc on le voit, il a été très présent sur les manches de Coupe de France. 13e des championnats de France également, malgré 240 km de course. 13e du Tour de l'Ain aussi. Donc on voit que c'était un coureur qui, malgré le fait qu'il était dans une équipe continentale, pas vraiment spécialisée dans la haute montagne, c'est ici une Atlantique a réussi à faire des bonnes choses. Donc là on va voir avec un collectif World Tour ce que ça va donner, mais ça peut être peut-être la bonne surprise de cette année 2025. Guillaume Martin, oui, je l'attends à la relance, Guillaume Martin, parce que sa dernière année chez Cofidis, elle a été compliquée quand même. Alors c'est pas ignoble en termes de résultats, mais c'est vrai que on l'a senti en retrait en termes de performance. On sentait qu'il y avait l'envie peut-être de partir de la Cofidis, il y était depuis 2020. Il a vécu des bons moments à la Cofidis, il a eu des grands résultats à la Cofidis, mais tu sentais qu'il était peut-être arrivé à la fin d'un cycle. Et puis la FDJ, c'est une équipe où il était passé en tant que stagiaire en 2014, qu'il n'avait pas été recruté. Donc c'est vrai que 10 ans après, il y avait l'envie peut-être un peu de boucler la boucle de ce côté-là, surtout que c'est un coureur qui lui va sur sa 32e année, Guillaume Martin, et se pose peut-être des questions sur son avenir. Elle se disait, le groupe FDJ, j'ai envie de poursuivre. D'aller dans cette équipe qui m'avait pas conservé en tant que stagiaire, donc là j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Guillaume Martin, c'est un coureur qui est capable de faire des top 10 sur des grands tours. C'est pas le mec qui va faire 5e d'un général d'un grand tour, ça c'est clair et net, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, il est capable de faire très facilement, normalement il est capable de faire entre 8 et 13. 8 et 13, c'est des points UCI. Voilà, donc il faut le voir comme ça. C'est un mec qui l'année dernière, malgré une saison qui est loin d'être exceptionnelle, fait quand même 800 points UCI. Donc ça peut quand même t'aider dans un collectif. Et puis ça te permet encore une fois de l'envoyer sur le Tour de France avec peut-être un peu plus un statut de leader et de permettre à David Gaudu d'aller sur le Giro. Je suis pas sûr que si t'as pas Guillaume Martin, David Gaudu il est obligé de faire le Tour de France. En 2025. Ce qui te permet, c'est Guillaume Martin. Et puis je me dis, il a souvent été dans des équipes qui n'étaient pas vraiment spécialisées montagne. Venti et Cofidis, c'est pas les plus grosses équipes de montagne. Donc je me dis, dans un
collectif qui travaille plus cet exercice-là avec d'autres méthodes d'entraînement aussi du côté de la Groupama. Ça peut peut-être le faire revenir à un très bon niveau parce que voilà, encore une fois, sa dernière saison chez Cofidis a pas été exceptionnelle et c'est un coureur qui est capable de faire mieux. Il nous l'avait montré notamment ces dernières années. Donc voilà, j'attends un retour au meilleur niveau de Guillaume Martin pour la saison prochaine. Et puis on poursuit avec Valentin Madouas. Valentin Madouas, une année 2024 qui a été plutôt bonne sur ses objectifs. Encore une fois, les Jeux Olympiques, il fait vice-champion olympique. 6e de l'Amstel, 7e de Liège, 15e de la Flèche Wallonne. Donc c'est pas ignoble pour des classiques ardennaises, pardon. Il a pas fait, enfin ça a été plus compliqué pour lui sur les Flandriennes, moins présent sur ces épreuves-là par rapport à d'autres années. Voilà, il a eu une saison plus courte de ce côté-là, mais ça reste l'une de nos meilleures cartes françaises sur les classiques flandriennes et je dirais même sur les grosses classiques, sur les courses d'un jour, ça reste notre meilleur élément. Valentin Madouas, on oublie un petit peu, mais qu'il a que 28 ans, donc il est encore, je dirais, un petit peu dans une phase de progression. Puis bon, on sait qu'il est très attaché à la Groupama, hein, il y est quand même depuis quelques années dans cette formation. Et là, moi, ce que j'attends, c'est qu'il soit peut-être un peu plus présent sur les classiques flandriennes, mais il commencera tard, hein, ces classiques flandriennes. Il n'ira que sur le Grand Prix E3 à travers la Flandre et le Tour des Flandres, normalement. Et puis il sera présent sur le Tour de France dans un rôle d'équipier. Il ne sera pas sur le Giro, ce qui aurait pu être une idée aussi de le mettre sur le Giro. Mais non, il ne sera pas sur le Giro, il sera sur le Tour de France. Mais avec assez peu de pauses hein, sur sa saison. Quand on regarde entre février et juillet, il va courir même en juin, même en mai. Donc il n'y aura pas vraiment de pause sur sa saison. Voilà, il va faire beaucoup de courses d'un jour aussi, hein. Ça, on va le retrouver sur beaucoup de courses d'un jour. Et il sera à Oman aussi, comme David Gaudu. Et puis on termine avec Rémi Cavagna. La bonne blague de 2024, Rémi Cavagna. Pas maîtriser l'espagnol et aller chez Movistar. Bon, il a réussi à casser son contrat, heureusement. Que d'un côté comme de l'autre, ils ont été suffisamment intelligents pour casser le contrat. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu la blague de l'année. Ce qui fait que je ne l'ai même pas mis dans les déceptions parce que c'est vrai qu'il m'était vraiment sorti de la tête. Et pour moi, c'est même plus une déception à ce niveau-là, c'est encore au-dessus. C'est vraiment la blague de l'année. Si on devait. Voilà, Rémi Cavagna. Donc là, faut se refaire un petit peu une réputation du côté de Rémi Cavagna après une année 2024. 64 jours de course, 42 points UCI, invisible sur les chronos, invisible sur tellement de courses, Rémi Cavagna. Donc on espère retrouver le TGV de Clermont-Ferrand à un meilleur niveau qu'en 2024. J'ai fait une fausse route, voilà, je m'excuse. Mais ouais, du côté de Rémi Cavagna, ça a été compliqué. Voilà, je m'excuse pour ces petits bruits de bouche, mais voilà, j'ai fait une fausse route. Parce qu'il a été quand même en difficulté sur cette saison. Donc on verra ce que ça va donner. Maintenant, Rémi Cavagna en 2025, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais ouais, j'espère le retrouver à un bon niveau parce que c'est vrai que son départ de Quick-Step, bon, voilà, il est parti au moment de la fusion et ça peut se comprendre parce qu'il ne faisait plus partie non plus forcément des plans de l'équipe. Mais aller chez Movistar et pas maîtriser l'espagnol, c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis, il n'a pas réussi du tout à s'adapter à cette formation. Donc j'espère que ça va mieux se passer du côté de la Groupama. Contrat de 2 ans. Je pense qu'il aura aussi un travail pour faire évoluer le vélo de chrono Villiers. Je pense que ça sera son travail. Et puis ça peut être un équipier important, que ce soit pour des sprints, mais également pour des équipiers, je dirais, pour des courses de moyenne montagne. Ça peut être vraiment un vrai porteur d'eau, Rémi Cavagna. Donc ça peut être un atout et un atout important pour cette formation sur certains types d'épreuves. On regarde le maillot 2025 du côté de la Groupama FDJ. C'est le même, hein, grosso modo, que le maillot 2024. Donc toujours ces bandes bleu, blanc, rouge au milieu. Et puis ce maillot à dominante bleue. L'avantage, c'est comme la Movistar a changé de couleur, là vraiment on va les remarquer.
Il n'y aura pas vraiment de soucis pour les voir dans le peloton. Moi, ce qui me perturbe juste dans ce maillot, c'est le nouveau logo de la Groupama. Alors, c'est pas leur problème, hein. Je trouve qu'il est ignoble, ce logo de la Groupama. C'est vraiment, ça me choque sur le maillot. C'est ce logo, je le trouve dégueulasse, ce logo de la Groupama. Par rapport au précédent, je trouve ça ignoble. C'est une sorte de G géant, mais alors, c'est dégueulasse. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est pas bien. C'est pas bien de faire ce genre de choses. Bon. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Dans les prochains jours, il n'y aura peut-être pas beaucoup de présentations parce qu'il y a le biathlon qui reprend. Donc, j'aurai peut-être pas beaucoup de temps pour faire des présentations et je vais les faire bien. Mais dans ce cas-là, on se retrouvera sinon lundi ou mardi pour continuer la suite des présentations. Notamment, il y aura Ineos. Et Ineos, ça va être quand même un sacré dossier du côté de ces présentations de saison 2025. Et puis moi, je vais essayer de récupérer des cordes vocales. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.